Comment fait-on pour mieux gérer son stress au travail et prendre du plaisir au travail? Je vais partager avec vous la méthode Paul, une méthode que j'ai créée, que j'utilise avec mes clients et mes patients et qui a fait ses preuves. C'est une méthode où il y a 4 stratégies. Imaginez-vous avoir un travail où tout se passe bien. Un travail où vous prenez votre place. Un travail où vous êtes pleinement épanoui. Un travail où vous êtes autonome, vous prenez des responsabilités, on vous fait confiance, vous faites du bon travail, on vous valorise tout le temps. Vous vous levez le matin, voilà, vous n'avez pas cette boule au ventre. Vous êtes motivé et vous avez de bons résultats. Ça, c'est dans l'idéal. En réalité, les choses se passent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le travail, en fait, génère énormément de souffrance. La réalité, c'est que ce qui prend le pas et ce qu'on rencontre, c'est plutôt des gens stressés, qui ont la boule au ventre, qui sont anxieux, qui vivent des angoisses au quotidien, qui se disent harcelés, qui vivent la violence et qui, généralement, frôlent le burn-out ou qui vivent le burn-out. Alors, comment éviter tout ça? Aujourd'hui, je vais vous donner 4 stratégies efficaces par cette méthode Paul que j'ai utilisée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous demander de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait, de liker, de partager cette vidéo. Et puisque c'est le moment des cadeaux, je vais vous offrir aussi mon guide. Je vous invite à télécharger gratuitement le guide que je vous ai préparé, un guide pour apprendre à mieux gérer son stress. Parfait, alors sans plus tarder, on va commencer, on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter la méthode Paul. Alors la méthode Paul, comme vous l'avez certainement compris, c'est un moyen mnémotechnique pour retrouver les 4 stratégies facilement et pouvoir faire face facilement. Alors Paul, c'est une méthode que j'ai créée il y a quelques années, comme je vous l'ai dit. Alors, P, c'est mis pour personnalité difficile. Alors souvent, quand je rencontre des gens, ils me parlent vraiment de difficultés relationnelles qu'ils ont avec leurs collègues, avec la hiérarchie, avec les cadres. Et c'est souvent, en premier lieu, la plus grande source de stress. C'est pouvoir gérer leur quotidien dans le relationnel. Il faut savoir que les personnalités difficiles, il y en a partout. Et ça a toujours existé. Puisque le travail, c'est un peu comme tout groupe. C'est en fait un lieu où va se jouer les mêmes mécanismes, les mêmes choses qu'on a connues dans la cour de l'école, au lycée, voilà. Et c'est exactement la même chose qui se passe. Alors, pour vous citer un peu les différentes personnalités qui existent. Alors, on peut trouver par exemple des perfectionnistes, des manipulateurs, vous en avez certainement, parce que tout le monde parle maintenant de manipulation au travail, des colériques, des narcissiques, des critiques, des gens qui vous dévalorisent constamment en fait, des négatifs, des gens qui sont toujours négatifs, qui voient toujours le verre à moitié vide. Les paranos, ils ont toujours l'impression qu'on leur veut du mal. Les victimes, alors ces gens, ils ont de la victimité aiguë. Mais moi, j'ai pour coutume de dire, pour habitude de dire qu'il n'y a pas de victime sans bourreau en fait, et que généralement on induit en fait cela chez les autres. Il y a aussi donc les tyrans, bientôt, qui sont assimilés à des bourreaux, les têtes en l'air, les gens qui sont complètement encervelés, on leur demande quelque chose et puis ils vous répondent complètement à côté. Les hypocrites, les négatifs. Donc, vous les connaissez, vous les rencontrez. Tout le monde doit faire face à des personnalités difficiles au travail. Et vous-même, rappelez-vous, vous pouvez aussi être une personnalité difficile pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est l'exemple, je me rappelle, en entreprise,
puisque je suis consultante aussi en entreprise, une personne qui s'appelle Marie, qui est particulièrement difficile parce que personne ne s'entend avec elle. Elle est tout le temps sous la défensive, elle est aussi colérique. On dit d'elle qu'elle a un mauvais caractère et en fait, elle a réussi à faire le vide autour d'elle, puisque tout le monde, on va dire, personne ne la capte. Elle mange seule à la cantine et puis elle se plaint souvent qu'on ne l'aime pas. Et puis finalement, ce qui se passe, c'est que quand elle est vraiment mal, elle est dans l'évitement, elle se met en arrêt maladie et elle ne vient pas travailler. Et les gens ne comprennent pas parce que finalement, elle fait retomber le travail sur les autres. Et donc du coup, ça renforce encore son mal-être. Et voilà, elle n'en s'en sort pas. Donc c'est quelqu'un qui, effectivement, on peut caractériser de personnalité difficile. Alors, comment gérer les personnalités difficiles? Il existe justement des choses à ne pas faire face à une personnalité difficile. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre pour soi. Se perdre dans des explications avec une personnalité difficile, rentrer dans son jeu, surenchérir, répondre par la violence, c'est jamais une bonne idée. Et surtout, perdre son calme face à une personnalité difficile. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est dominer, en premier lieu, dominer ses émotions et rester calme pour pouvoir prendre rapidement du recul. Savoir qu'une personnalité difficile ne va jamais changer. C'est plutôt vous à vous ajuster, à vous adapter par rapport à son comportement. Et puis, ce qu'il faut surtout, c'est savoir que de toute manière, accepter ça. Et accepter, c'est pas forcément subir l'autre. Hein. Accepter, c'est savoir qu'en fait, c'est comme ça, on n'y peut rien et on va faire avec, on va composer avec. Et c'est ça souvent la bonne attitude à adopter. Et pour pouvoir prendre du recul et ne pas se sentir visé soi-même et ne pas prendre pour soi. Il faut aussi surtout communiquer efficacement. Et communiquer efficacement, au lieu de surenchérir, de rentrer soi-même dans la critique ou dans la violence, pourquoi tout simplement ne pas formuler une phrase en disant « Je vois que tu es aujourd'hui que tu es de mauvaise humeur, mais est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de communiquer ?» Voilà, donc c'est une invitation et c'est une compréhension et ça passe mieux en restant calme et en restant poli et aussi en respectant l'autre. Il faut aussi savoir mettre la distance et mettre les limites par rapport à un comportement néfaste d'une personnalité difficile. Et ça, c'est important également, puisque il faut oser s'affirmer face à une personnalité difficile. Et là où c'est plus difficile, c'est souvent quand c'est la hiérarchie, son groupe directeur ou un cadre. Ça, c'est plus difficile. Mais il faut oser dire, donner ses limites. Surtout, il faut se rappeler qu'il ne faut jamais forcément garder le silence et avoir une relation à deux avec une personnalité difficile. Il faut souvent abattre la cloison et qu'il y ait un tiers, justement, hein, parce que la personne aura plus de mal, justement, à se comporter de la même façon avec le tiers. Et ça peut souvent aider. La deuxième lettre de la stratégie de la méthode Paul, c'est, vous le savez, c'est A. Et A est mis pour affirmez-vous. Parce que véritablement, il faut apprendre à s'affirmer. Apprendre à dire non, apprendre à refuser, apprendre à demander, hein, apprendre à déléguer. Ne pas toujours dire oui et ne pas être toujours dans ce que j'appelle la oui aiguë. Il y a véritablement des gens qui sont affaiblis de la unité aiguë. Et donc, du coup, ça me rappelle justement une personne qui s'appelle Laura. Laura, justement, dans les entreprises où j'interviens, Laura, on peut dire d'elle qu'elle a la unité aiguë. Parce que pour ne pas, soi-disant, éviter le conflit, ne pas rentrer en conflit avec ses collaborateurs, avec sa hiérarchie, elle dit oui à tout. Et donc, du coup, en disant oui, elle n'arrive pas à faire son travail, elle est complètement débordée, elle est hyper stressée, elle tremble, on sent un mal-être chez elle. Et je pense qu'elle n'a pas forcément les moyens pour pouvoir s'en sortir. Souvent, j'entends dire, elle dit qu'elle fait du sport, qu'elle va de la danse pour pouvoir évacuer son stress, mais je me demande si véritablement c'est efficace et si c'est
c'est bien utile. Oui, c'est vrai que le sport c'est utile, mais là en l'occurrence, il faut savoir mieux s'affirmer. Savoir qu'il existe des techniques simples pour apprendre à s'affirmer. Et ça, je vous invite à le faire parce que apprendre à s'affirmer, ça ne s'improvise pas. Il y a des méthodes assertives, des techniques assertives pour pouvoir apprendre à s'affirmer. Ce qu'il faut faire surtout, et ce que je conseille régulièrement dans mon cabinet, à mes patients, à mes clients, c'est d'avoir une routine quotidienne. Commencer justement à s'affirmer et à être positif très tôt le matin, au lieu d'écouter par exemple les informations BFM, d'actualité, des faits divers qui tournent en boucle. Il vaut mieux commencer par une bonne routine et commencer par faire des choses positives et des choses qu'on aime, des choses qu'on va partager par la suite avec les autres. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est se donner une bonne intention dans la journée. Et pourquoi pas faire des affirmations positives, voilà, et faire des choses très positives, des choses qu'on aime, écouter de la musique douce, pratiquer un sport. Vraiment, c'est des choses qui peuvent aider très tôt le matin. Et voilà, et pourquoi pas, dans ce cas, il faut se lever un peu plus tôt le matin. Et au travail, régulièrement, il faut faire des pauses, il faut se ménager. On n'est pas des robots. Régulièrement, ça me fait penser à une étude justement par la Western Electric. Très tôt, on a vu que faire des pauses, au contraire, ça pousse et ça rend plus performant. Et dans cette expérience, on montrait en fait que plus on donnait des pauses aux gens qui travaillaient en la chaîne à l'époque, plus ils devenaient efficaces. Et de plus en plus devenaient de plus en plus efficaces. Et c'est pas tant en fait de faire des pauses, mais on s'est rendu compte que c'est de rendre la relation au travail humaine, d'apporter un peu plus d'humanité au travail qui rendait les gens efficaces. Donc il faut aussi savoir se détendre. Alors il y a des techniques très simples qu'on peut utiliser même au travail, comme la respiration consciente. Pour moi, la respiration, c'est vraiment magique. Et souvent, les patients, mes clients, ils reviennent, ils me disent mais c'est génial la respiration, on n'y pense pas. Mais souvent, parce qu'en fait, on est sous le coup de l'émotion, ce qui se passe, c'est qu'on oublie de respirer. Et on ne peut pas ne pas respirer. On se trouve en apnée. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, en faisant une bonne respiration consciente, c'est-à-dire une respiration longue, une respiration ventrale, comme la respiration du bébé, on reprend le pas et on reprend le contrôle des choses et on arrive à se libérer de ces émotions négatives. Donc, même chez soi, et même aussi le soir, il faut apprendre aussi à employer une technique simple qu'on va utiliser comme des techniques de relaxation, de méditation, voilà, et qu'on peut utiliser aussi au travail. Et ça, c'est important aussi, parce qu'on peut trouver ça aussi sur Internet. Et puis le sommeil aussi, c'est vraiment quelque chose de très réparateur. Souvent, quand on a des problèmes au travail, on va ramener ces problèmes, on n'arrive pas à retrouver le sommeil. Il est important de se ménager, de se relaxer, pour pouvoir se détendre et trouver le sommeil, parce que c'est très important. Quelqu'un qui ne dort pas arrive à perdre rapidement son équilibre. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. On va passer à la lettre U. U comme utiliser votre temps à bon escient. Donc, il faut savoir s'organiser, ne pas être éparpillé et planifier aussi son temps de travail. Et surtout, en fait, arriver à concilier les deux, la vie professionnelle et la vie privée. Bien souvent, on voit des gens qui sont complètement éparpillés, qui n'arrivent pas à gérer leur temps. Et la plupart des gens, justement, qui viennent me voir, finissent par avouer que s'ils sont stressés, c'est qu'ils ne sont pas bien organisés. On met en place justement un plan d'attaque à ce moment-là pour apprendre à bien gérer le temps. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le premier temps? C'est on va justement évaluer. Je vais demander à la personne justement de prendre une semaine et justement de prendre des notes pendant une semaine pour voir comment vous gérez votre temps. Et la personne doit revenir avec ses notes. On va voir un petit peu, enfin, s'évaluer et voir là où la personne, ce qu'on appelle les bouffes-temps, justement pour y remédier. Parce qu'il faut savoir ce que tôt ou tard, quand on perd du temps, on va le payer tôt ou tard. Et c'est très important. Donc justement, par la suite, ce qu'on va apprendre à faire, c'est apprendre à gérer ce qui est urgent, ce qui est important. Parce que souvent, on ne fait pas la nuance entre la gestion de l'urgence et la gestion de l'importance. Entre ce qui est important et ce qui est urgent, les gens confondent. Ce qui est urgent n'est pas forcément important et l'inverse aussi,
On peut passer beaucoup de temps à faire des choses urgentes et pas importantes. Et à un certain moment, en fait, il faut faire tout. Mais avant tout, il faut bien distinguer. L'urgence, c'est par exemple quelque chose qui a un caractère, si on ne le fait pas dans l'immédiateté, après le délai va passer. Par exemple, le téléphone sonne, est-ce que c'est urgent ou c'est important? Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la différence. Mais le téléphone, quand le téléphone sonne, c'est d'abord une urgence. On ne sait pas forcément si c'est important, mais c'est une urgence. C'est pour ça qu'il faut savoir couper aussi le téléphone et savoir qu'il faut vraiment gérer ce qui est important. Et ce qui est important, c'est ce qui a un caractère, justement, si vous ne le faites pas, il y aura des conséquences très lourdes. Et ce qu'il faut, c'est arriver à distinguer ce qui est urgent, ce qui est important, parce que une fois qu'on arrive à dissocier les deux, on verra donc des choses qui sont importantes et urgentes qui seront prioritaires. Ceux qui sont ni urgents ni importants, on va les différer. Et ce qui est important et qui n'est pas urgent, on pourra le différer. Mais le faire, à ce moment, il va falloir le faire, sinon ça va prendre un caractère important. Et donc c'est ça aussi que j'explique à mes clients et ça change leur vie. Donc ce qu'il faut en plus pour pouvoir bien gérer son temps, c'est savoir aussi gérer sa planification et faire une planification plutôt à la semaine que jour le jour. Moi-même personnellement, j'utilise cette méthode. J'utilise en fait la méthode de planifier dès le dimanche soir toute ma semaine et ça marche parce que j'ai une ligne de conduite pour la semaine. Bien entendu, je reste souple, mais c'est vrai que ce qu'il faut, c'est déjà pouvoir se projeter pendant une semaine et ça marche. Il faut aussi savoir que il faut aussi apprendre à gérer son bureau, mettre des choses, arriver à classer, à bien ranger. Ça évite de perdre du temps quand on cherche un document, parce qu'un document qui est égaré, il est perdu parce qu'au moment où on en a besoin, on ne le retrouve pas. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment prendre et se tenir à ça pour pouvoir bien s'organiser et utiliser son temps à bien escient. La dernière lettre de la méthode, c'est L. Et L est là pour se fixer ses propres limites. Fixer ses propres limites, c'est quoi? C'est d'abord tout un travail sur soi. Apprendre à connaître la ligne rouge à ne pas dépasser en fait. Et souvent, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas leurs limites. Ça me rappelle un client que j'avais, une patiente qui est venue me voir complètement, qui était en plein burn-out par rapport à son travail et qui justement s'est mis en congé de maladie parce qu'elle n'arrivait plus à assumer, alors que c'était quelqu'un qui s'était énormément impliqué dans son travail et qui ne comprenait plus du tout ce qui lui arrivait. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, cette personne n'avait pas fixé ses propres limites et n'avait pas aussi donné les limites à son employeur, et ce qui fait que du coup cette personne ne s'est pas du tout respectée. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on ne fait pas ça, on arrive à vraiment beaucoup souffrir au travail, parce que justement là où on s'était impliqué, on s'est donné beaucoup, c'est là aussi on génère, ce qui génère aussi énormément de mal-être, et ça c'est difficilement supportable. Et c'est la double peine, comme on dit. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut, c'est savoir fixer ses propres limites. Alors, pour ça, il y a une belle théorie sur le stress de la courbe de Yeats et Dodson, qui montre que, en fait, tout est une question de seuil. Et parce qu'ils ont fait le lien entre l'activité et la performance. Ils montrent qu'en fait, qu'il y a un bon stress et un mauvais stress, et qu'il y a un seuil à ne pas dépasser, parce que quand on dépasse le seuil du stress qu'on tolère, on arrive rapidement à perdre en performance, et c'est là où on va faire des erreurs, et c'est là où on sera plus performant. Donc ce qu'il faut, c'est connaître bien ses propres limites, et justement pour pouvoir ne pas dépasser ça. Donc c'est vraiment très important, se fixer des limites. Donc rappelez-vous bien de cette méthode. Paul, P pour gérer des personnalités difficiles, A pour s'affirmer, U pour utiliser son temps à bon escient, et L, fixer ses propres limites. Merci de votre attention.